Bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Couture, je suis l'auteur du livre La préhistoire du Québec. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous en direct pour des raisons techniques. Donc, j'ai préenregistré cette vidéo. Par contre, je suis présentement, à moins d'un imprévu majeur, je suis présentement en ligne et je lis les commentaires et les questions. Donc, je vais me faire un plaisir de vous répondre tout au long de cette présentation. Alors, en gros, le livre La préhistoire du Québec s'intéresse à tous les événements qui ont précédé l'arrivée de Champlain dans la vallée du Saint-Laurent et qui ont eu un impact en premier lieu sur le territoire québécois lui-même et dans un deuxième lieu sur les populations, les peuples et les ancêtres des peuples qui constituent aujourd'hui le peuple québécois. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de me concentrer principalement sur la vie préhistorique. Alors, c'est ce que je vais faire. Sans plus tarder, allons-y. J'espère que la présentation va vous plaire et comme je vous disais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, notre histoire commence il y a 4,2 milliards d'années et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les premières formes de vie qui sont microscopiques et qui ressemblent essentiellement à nos actuelles bactéries. Et croyez-le ou non, les plus anciennes traces de vie sur Terre ont été trouvées ici même au Québec. En effet, les plus anciennes traces de vie sur la planète ont été trouvées au Nunavik, dans le nord du Québec. Il s'agit de petits filaments qui ont été détectés dans des roches trouvées près d'Inukjuak, sur la côte est de la baie du Tson. Ces microfossiles, dont le diamètre fait la moitié de celui d'un cheveu humain, ressemblent à des petits tubes qui ont été créés par de très anciennes bactéries qui proliféraient ici dans un océan peu profond, il y a de cela environ 3,28 à 3,77 millions d'années. À l'époque, ces roches-là étaient situées au fond d'un océan très peu profond et dans lequel étaient présentes également des cheminées noires, c'est-à-dire des espèces de volcans sous-marins. Maintenant, l'idée que la vie apparaisse à côté d'un volcan sous-marin peut sembler extrêmement surprenante, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces volcans-là pompaient dans l'eau grande quantité d'éléments qui provenaient du manteau terrestre et ça créait une espèce de soupe qui était à très haute température et c'est donc cette espèce de mélange-là, c'est dans cette étrange soupe primordiale-là que serait apparue initialement la vie. Faisons un saut dans le temps, nous sommes présentement il y a 500 millions d'années. À cette époque-là, la plaque continentale qui constitue essentiellement aujourd'hui l'Amérique du Nord, à l'époque on l'appelle la Laurentie, bien qu'évidemment c'est un nom qu'on lui a donné récemment, il n'y avait pas d'humains qui vivaient sur Terre à cette époque. La Laurentie, donc, cette Amérique du Nord préhistorique, n'était pas encore attachée à aucun autre continent. Elle était située dans l'hémisphère sud. En effet, les continents flottent et se déplacent sur les courants de magma en fusion. Les continents semblent danser une grande valse à l'échelle de la planète. Ils se collent, se séparent, puis se rencontrent à nouveau, s'éloignent et recommencent. Les continents se sont retrouvés tous collés les uns aux autres, formant ainsi ce qu'on appelle des supercontinents. Donc, à cette époque qu'on appelle l'Ordovicien, la vie sur Terre est essentiellement non existante. Si vous pouviez visiter le Québec à ce moment-là, vous verriez une espèce de plaine désertique parcourue de montagnes et de volcans. Par contre, dans les océans, c'est là que ça se passe. Les océans de l'époque étaient grouillants de vie et c'était certainement le cas de l'océan préhistorique qu'on appelle l'océan Iapetus, dans lequel baignait le sud du Québec. On retrouve encore aujourd'hui au Québec les fossiles des animaux qui vivaient à cette époque-là. À Beauharnois et à Havelock, on a retrouvé des traces laissées dans le sable par des animaux très anciens appelés les climactichnites. Il s'agissait d'énormes limaces marines de 35 cm de largeur et qui mesuraient jusqu'à 3 mètres de long. C'étaient les plus gros animaux qui vivaient à cette époque. Les traces fossilisées
qu'elles ont laissées derrière elles font penser à celles d'un pneu de tracteur. Les autres animaux fossiles qu'on retrouve au Québec qui datent de cette époque-là appartiennent à la famille des arthropodes. C'est une famille qui existe encore de nos jours et ce qui la caractérise, c'est que ce sont des animaux qui sont recouverts d'une carapace, donc qui recouvre leurs organes mous. Contrairement à nous, qui sommes des vertébrés, donc nous n'avons pas de carapace, ce qui nous maintient, ce qui donne une certaine cohésion à notre corps, c'est notre squelette qui est à l'intérieur donc de notre corps, qui est sous la peau. Chez les arthropodes, donc c'est le contraire, il y a cette espèce de carapace qui est située à l'extérieur du corps. C'est donc à cette famille qu'appartiennent, par exemple, les homards, les crabes, les crevettes et également les insectes et les araignées. Donc, les animaux dont je m'apprête à vous parler appartiennent principalement à cette famille. Les protichnites sont des traces laissées par d'anciens arthropodes marins, peut-être par des euryptérides, dont des fossiles ont été trouvés en Gaspésie. Vous en voyez présentement un à l'écran. Des eutycarcinoïdes, fossiles trouvés à Melocheville, ou encore des aglaspidides. Certains croient que ces animaux auraient laissé ces traces non pas sous l'eau, mais à l'extérieur de l'eau. On pense que possiblement, ils quittaient le milieu marin pour aller pondre leurs œufs sur les plages à l'abri des prédateurs, comme le font encore des arthropodes qui vivent toujours et qu'on appelle, vous l'avez peut-être deviné, les limules. L'arthropode qui était le plus fréquent à l'époque était sans aucun doute le trilobite. Il s'agissait de petits animaux de forme généralement arrondie et dont la carapace était divisée en multiples sections. Leur apparence n'est pas sans rappeler celle des mignons petits cloportes qu'on retrouve sous les pierres dans nos jardins. Les fossiles de trilobites sont nombreux dans le sud du Québec. Ils atteignent généralement 30 cm de longueur. Le plus gros trilobite a été trouvé sur la rive de la baie du Tson. Il mesure 72 cm de longueur, ce qui est gigantesque, mais la plupart des trilobites étaient beaucoup plus petits. Qu'est-il advenu de toutes ces créatures préhistoriques? La réponse n'est pas complètement claire. On sait qu'il y a environ 445 millions d'années, une extinction massive s'est produite, mais on ignore les détails, on ne sait pas trop pourquoi. Toutefois, à l'île d'Anticosti, des indices ont été découverts et semblent indiquer que de larges sections de l'océan auraient été complètement privées d'oxygène. On pense également qu'il y aurait probablement eu une grande ère glaciaire à cette époque, ce qui fait en sorte que la vie terrestre a presque complètement été éradiquée. Presque complètement, mais comme à chaque fois, la vie a survécu et a réussi à traverser l'épreuve de façon assez impressionnante. Nous sommes maintenant il y a 430 millions d'années. La Laurentie a continué son voyage vers le nord et se trouve maintenant presque parfaitement à cheval sur l'équateur, ce qui signifie qu'on y trouve, ici chez nous, un climat chaud, très chaud même. Malheureusement, aucune forêt à l'horizon, aucun arbre. La vie y est présente, mais elle est bien différente de celle que nous connaissons de nos jours. Les premières plantes ont commencé à coloniser la terre ferme. Elles s'apparentent à nos lichens actuels. Les arbres sont absents, mais vous auriez pu vous reposer à l'ombre d'un champignon géant appelé prototaxite. Apparenté aux champignons modernes, il mesurait jusqu'à 8 mètres de haut et le tronc pouvait atteindre 1 mètre de diamètre. Les premiers fossiles de ces géants ont été identifiés en Gaspésie. Puis, il y a 425 millions d'années, les restes organiques végétaux se sont accumulés pour former un sol plus riche et fertile, et c'est alors qu'apparaissent les premières plantes à tiges, les Cooksonia. Hautes de quelques centimètres seulement, constituées de plusieurs embranchements qui se terminaient tous par une petite boule appelée sporange et qui contenait ces spores. C'est la tige qui était responsable de la photosynthèse puisque cette plante était dépourvue de feuilles.
À l'époque, vous auriez pu croiser certains petits ancêtres des insectes qui ressemblaient peut-être un peu à des araignées ou des mille-pattes, mais l'action, le vrai spectacle de la vie se déroule à l'époque dans l'océan tropical qui recouvrait tout le sud du Québec. La mer silurienne regorgeait de vie et elle recouvrait une bonne partie du continent nord-américain. L'océan Iapetus avait partiellement envahi le Québec, dans le sud, ainsi que la quasi-totalité des États-Unis. On retrouve aujourd'hui les fossiles des animaux qui y vivaient, du Témiscamingue à Anticosti, en passant par Montréal. Il s'agit principalement des trilobites, des nautiloïdes, des gastéropodes et des crinoïdes. Nous avons déjà parlé des trilobites. Pour ce qui est des nautiloïdes, les cousins des pieuvres, ces créatures protégeaient leur corps mou dans une coquille, parfois en forme de colimaçon, parfois en forme de cône allongé et droit. Ces orthocônes pouvaient atteindre jusqu'à 11 mètres de long et leurs tentacules mesuraient jusqu'à 1 mètre. Les gastéropodes sont toujours parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de la famille des escargots et des bigorneaux. Ces mollusques étaient très présents à l'époque. À première vue, lorsqu'on voit un crinoïde, on pourrait penser avoir affaire à une algue. En effet, le pied, planté dans le sol marin, et des branches qui ressemblent à des feuilles de fougère ou à des plumes. Toutefois, il s'agit bien d'animaux et non pas de végétaux. Leurs feuilles sont en fait des bras qui servent à filtrer l'eau pour capturer et s'alimenter de petites particules de matière organique. On n'a pas trouvé de fossiles de poissons de cette époque-là au Québec, mais on sait que c'est à cette époque que sont apparus les premiers poissons, qui étaient très primitifs. Ils ne possédaient souvent même pas de mâchoire inférieure, ce qui veut dire qu'ils se nourrissaient avec de la succion, en suçant l'eau, puis en gardant à l'intérieur donc la nourriture qu'ils arrivaient à capturer de cette façon. Ce qui est extraordinaire, par exemple, de cet animal-là qui fait son apparition, c'est que cela marque les débuts d'une famille qu'on appelle la famille des vertébrés, c'est-à-dire tous ces animaux qui possèdent une colonne vertébrale. Et ça, c'est très large, ça va du toucan au crocodile, au zèbre, à l'humain. Donc, tout ce qui possède une colonne vertébrale descend de ces premiers poissons apparus aux Siluriens. Mais les maîtres absolus des océans de l'époque étaient encore les arthropodes. Ils appartenaient à la famille qu'on appelle les scorpions de mer et certains étaient très imposants. Au Québec, on a notamment trouvé les restes de Megaloraptus, un scorpion de mer qui pouvait atteindre 1,8 mètre de long. Saut dans le temps, encore une fois, on se retrouve maintenant il y a 370 millions d'années. La Laurencie, donc l'ancêtre de l'Amérique du Nord, est entrée en collision avec la plaque continentale qui est aujourd'hui appelée l'Europe. Et c'est à cette époque-là que quelque chose d'absolument exceptionnel, extraordinaire, va se produire chez nous. Des animaux vertébrés s'apprêtent à quitter le monde marin pour s'aventurer sur la terre ferme, et c'est ici, au Québec, que ça se passe. À cette époque qu'on appelle le Dévonien, le Québec était recouvert de végétation. Cette dernière était principalement composée de fougères et d'anciennes familles de plantes appelées lycophytes. Plusieurs petits lycopodes existent toujours au Québec, ainsi que les échizétacées à laquelle appartient notre prêle des champs. Les premiers arbres véritables apparaissent également. On en a retrouvé des traces au Québec. Certains pouvaient atteindre jusqu'à 40 mètres de haut et les plus grandes souches retrouvées mesurent 1,5 mètre de diamètre. Ce sont ces plantes qui constituent nos premières forêts. Et c'est à Miguacha, en Gaspésie, qu'un groupe de poissons développe une particularité absolument renversante, des nageoires osseuses. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les poissons de Miguacha, c'est qu'à l'intérieur de leurs nageoires commencent à se développer des os. Et ça va rendre leurs nageoires beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus dures, et éventuellement, c'est ce qui va leur permettre
de se hisser à l'extérieur du milieu marin. Eusthénoptéron fourdi a été surnommé le prince de Miguacha. Ce poisson était doté d'espèces de narines primitives qui lui permettaient de sortir la tête de l'eau et de respirer l'air libre. L'ossature de ses nageoires est très similaire à celle des pattes des premiers vertébrés amphibies qu'on appelle les tétrapodes. Nos poumons proviendraient d'un organe présent chez certaines espèces de poissons qu'on appelle une vessie natatoire. C'est une espèce de poche à l'intérieur du corps de l'animal qu'il est capable de remplir de gaz, et ça permet au poisson de contrôler la profondeur à laquelle il nage. Donc c'est cet organe-là qui, éventuellement, aurait donné naissance à nos poumons. Elpistostège watsoni est encore plus près de nous. Son crâne plat ainsi que ses yeux et ses narines placés au sommet de sa tête sont des caractéristiques que l'on retrouve chez ses descendants, les tétrapodes. L'animal mesure 1,65 mètres de longueur. C'est le plus gros spécimen découvert à ce jour sur le site gaspésien. Lorsqu'on observe ses nageoires pectorales situées à l'avant du corps, on discerne l'humérus, le radius et le cubitus, voire même le carpe et l'os du poignet, sur lequel s'articulent des précurseurs des doigts. Dans les nageoires pelviennes, situées à l'arrière de l'animal, on voit les ancêtres du fémur, du tibia et du péroné, ainsi que le tarse et une ébauche des doigts de pied. Si vous n'avez jamais visité le parc national de Miguacha en Gaspésie, vous manquez quelque chose. C'est un endroit absolument extraordinaire. Vous allez y vivre une expérience inoubliable. Je vous incite fortement à aller voir ça une fois dans votre vie. Les fossiles qui ont été retrouvés là sont d'une beauté indescriptible. C'est absolument extraordinaire de voir sous nos yeux ces créatures-là qui ressemblent ou qui sont peut-être réellement les ancêtres de tous les animaux terrestres connus. C'est absolument extraordinaire comme expérience. Le site a même d'ailleurs été reconnu par l'UNESCO. Alors, c'est pas rien. Donc, après ces poissons-là, quelle est l'étape suivante dans l'évolution? Bien, ce sont des créatures qu'on appelle les tétrapodes, qui ressemblent à celles que vous voyez présentement à l'écran. Donc, c'est une créature semi-aquatique qui rappelle un peu la grenouille. On n'a pas retrouvé de restes de tétrapodes au Québec. Par contre, on a trouvé des fossiles de ces animaux-là dans les zones qui étaient à l'époque limitrophes au Québec. Il est donc quasi certain qu'ils ont vécu ici. Donc, ce sont des créatures qui ont maintenant des pattes. Donc, les nageoires se sont réellement transformées en pattes, ce qui permet à l'animal de se promener sur la terre ferme. Toutefois, sa peau demeure extrêmement mince et fragile, un peu comme la peau de nos grenouilles, ce qui fait que cet animal-là est inféodé à l'eau. Il doit constamment retourner dans le milieu aquatique pour humecter son corps, pour ne pas se dessécher. Probablement qu'il pondait ses œufs dans l'eau également, comme une grenouille. Et c'est seulement leurs descendants qui, une fois que l'évolution aura accompli ses miracles, ce sont les descendants donc de ces tétrapodes-là qui vont être les premiers animaux qui ne sont pas, donc les premiers vertébrés, je ne parle pas des arthropodes ici, les premiers donc vertébrés réellement terrestres qui n'ont plus besoin d'aller se réfugier dans l'eau. Ce sont des animaux donc dont la peau extérieure s'est transformée en écailles épaisses qui permettent de conserver l'humidité du corps à l'intérieur sans qu'elle s'évapore. Et ils ont également des œufs qui sont entourés d'une coquille rigide qui tient également l'humidité à l'intérieur. Et donc, ces œufs-là peuvent être pondus sur la terre ferme. Vous l'aurez sans doute deviné, ces animaux-là, on les appelle les reptiles. On n'a pas trouvé de fossiles de ces premiers reptiles primitifs au Québec. Toutefois, on a trouvé leurs traces tout près, en Nouvelle-Écosse et dans d'autres zones limitrophes du Québec à l'époque. Alors, c'est vraiment dans notre coin du monde que s'est jouée cette histoire extraordinaire qui est la conquête de la terre ferme par des animaux marins. C'est absolument renversant. Effectuons un nouveau saut dans le temps. Nous sommes maintenant il y a 300 millions d'années et notre plaque continentale qu'on appelle la Laurencie s'est soudée à tous les autres continents de la planète pour former un énorme supercontinent qu'on appelle la Pangée.
Maintenant, ça, c'est un événement majeur parce que le fait que toutes les masses continentales soient unies, ça signifie que les animaux peuvent essentiellement voyager d'un bout du monde à l'autre sur la terre ferme. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Les animaux qui vivaient au Québec à cette époque-là étaient très, très étonnants. Les animaux que vous auriez rencontrés au Québec à cette époque-là étaient de grosses créatures d'apparence reptilienne. Et vu de l'extérieur, vous auriez peut-être pas remarqué qu'ils appartenaient en réalité à deux familles bien distinctes. La première, c'est la famille des sauropsides. Ces animaux-là, essentiellement, sont les cousins et les ancêtres de nos reptiles actuels ainsi que des dinosaures. La deuxième famille, elle, très différente. Il s'agit de la famille des synapsides. Ces créatures-là, bien qu'en apparence toujours appartenant à la famille des reptiles, ces animaux-là, en réalité, sont les ancêtres des mammifères. Maintenant, ce qui différencie les deux familles, plusieurs choses, mais principalement les dents. Lorsqu'on regarde les dents des reptiles actuels, on voit que leurs dents sont essentiellement toutes presque identiques. Elles ont habituellement la forme d'un cône pointu, et peu importe leur position dans la gueule de l'animal, elles ont à peu près la même taille et la même forme. Chez nous, les mammifères, c'est pas du tout ce qui se passe. Nous, nos dents sont spécialisées. Donc, on a des dents qui sont situées à l'avant, qui ont pour mission de couper la nourriture, et on a des dents situées à l'arrière qui ont pour mission d'écraser la nourriture. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve chez nos ancêtres, les synapsides. C'est assez extraordinaire. C'était déjà commencé à cette époque-là, la spécialisation de la dentition. Un bon exemple de sauropside qui habitait dans notre coin du monde est le Trilophosaurus. Ce grand reptile quadrupède de 2,5 mètres de long était de la taille d'un actuel dragon de Komodo, à la différence qu'il était herbivore. Pour ce qui est des synapsides, vous auriez peut-être croisé le chemin d'un Dicynodon rosmarus, qui en est un bon exemple. Ces restes ont été trouvés en Pennsylvanie. Cet herbivore de 1,2 mètre de long avait deux canines proéminentes qui jaillissaient de sa mâchoire supérieure. Un autre bel exemple de synapside, ce Batignatus, également appelé Dimetrodon borealis, a été retrouvé sur l'île du Prince-Édouard. Il était carnivore et arborait peut-être une grande voile dorsale comme certains des autres animaux de sa famille. En observant les restes de Thiarajundens excentricus, un synapsis herbivore qui vivait il y a 270 millions d'années, les scientifiques se demandaient à quoi pouvaient bien servir ces deux longues canines saillantes de 12 cm de longueur. En effet, c'est assez étonnant. Habituellement, des canines proéminentes comme ça, on les retrouve chez les carnivores et pourtant ici, on a affaire à un animal herbivore. Alors selon vous, quel usage cet animal-là pouvait-il bien faire de telles canines? Je vous laisse réfléchir. Vous avez des théories? La théorie qui est privilégiée par les paléontologues, c'est que ces grandes canines-là servaient aux mâles à combattre et à repousser les autres mâles pendant la saison des amours. Alors ici, on retrouve clairement un comportement qui est toujours présent chez des mammifères modernes comme les cerfs, par exemple, qui ont d'énormes bois sur la tête, qui leur servent essentiellement juste à se battre et à impressionner les femelles et à repousser les autres mâles à la saison des amours. C'est assez extraordinaire de voir à quel point ce comportement-là est ancien. Autre surprise, on se rend compte qu'à cette époque-là, les sauropsides étaient moins nombreux que les synapsides. En d'autres termes, les ancêtres des mammifères étaient plus répandus et plus nombreux que les ancêtres des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui explique que l'époque suivante de l'histoire de la Terre ait été essentiellement dominée par les dinosaures, alors que les mammifères n'étaient rien de plus que des petites créatures qui vivaient dans la marge du monde, cachées dans des terriers ou dans la cime des arbres? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour expliquer la chute des synapsides? La réponse est catastrophique, c'est une extinction
global énorme qui a presque complètement éradiqué les synapsides. Évidemment, ils ne sont pas tous disparus puisque nous, leurs descendants, sommes toujours ici, mais leur quasi-disparition a laissé le champ libre aux dinosaures. Le règne des dinosaures commence il y a environ 250 millions d'années. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, on n'a pas encore retrouvé de fossiles de dinosaures au Québec, mais cela ne signifie pas qu'ils ne vivaient pas ici. En fait, le contraire est assurément vrai. Alors, s'ils ont vécu ici, où sont passés leurs fossiles? La réponse, malheureusement, c'est que lors des âges glaciaires qui ont marqué l'histoire de l'Amérique du Nord et qui se sont terminés il n'y a pas si longtemps, en réalité, d'ailleurs, nous sommes encore dans un âge glaciaire. Donc, ces énormes glaciers qui ont recouvert le continent ont raboté le continent nord-américain, particulièrement le sol québécois, et ont arraché et réduit en poussière toutes les couches de terre qui étaient récentes et qui dataient de l'époque des dinosaures. Donc, les fossiles qui s'y trouvaient ont essentiellement été anéantis. Et les glaciers, comme ça, ont gratté le sol terrestre et nous ont ramenés jusqu'au socle primordial qui existait avant l'apparition des dinosaures. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, on va trouver des fossiles d'animaux qui sont plus anciens que les dinosaures, mais on ne trouve pas, du moins pas pour l'instant, des fossiles de dinosaures, malheureusement. Maintenant, quand on regarde les territoires et les terres qui étaient adjacentes au Québec à l'époque, là, à ces endroits-là, on a trouvé des fossiles de dinosaures, et ça nous permet de déduire quelles sont les espèces de dinosaures qui se trouvaient au Québec à l'époque où ces animaux-là dominaient la Terre. Le nom de la première époque, le premier chapitre de l'histoire des dinosaures, on l'appelle le Trias. Au Trias, le Québec est toujours une partie intégrante de la Pangée. Il est solidement soudé à l'Europe de l'Ouest et au nord-ouest de l'Afrique. La végétation de l'époque est dominée par les premiers conifères et les cicadales, les cousins des palmiers. Les fougères s'épanouissent partout. Et c'est dans cette jungle que vous rencontriez certains des premiers dinosaures, comme par exemple le Coelophysis. On a retrouvé ces fossiles un peu partout aux États-Unis et en Afrique. De probables traces de pas de cet animal ont été trouvées au Connecticut et dans l'État de New York, qui sont juste à côté de chez nous. Le Coelophysis est l'un des plus anciens dinosaures. Il a vécu de 230 millions à 205 millions d'années. C'était un animal bipède de 1 mètre de haut et de 3 mètres de long. Il possédait de longues pattes arrière qui lui permettaient de se déplacer très rapidement. C'était probablement, du moins, un prédateur diurne. Sa gueule était armée de 52 dents acérées et ses pattes antérieures étaient capables d'agripper ses proies un peu comme des mains. Un autre dinosaure qui était fort probablement présent chez nous, c'est le platéosaure, dont les fossiles ont été découverts en Nouvelle-Écosse. Il mesurait 8 mètres de long et pesait 4 tonnes. Il avait un long cou et une longue queue. Il se déplaçait généralement à 4 pattes, mais était capable de courir sur ses 2 pattes arrière, plus longues et plus puissantes que celles de l'avant. Les longues griffes sur ses pouces et sur le second doigt de chaque pied lui servaient peut-être à se défendre. Les carnivores qui arpentaient la jungle québécoise du Trias étaient probablement apparentés aux Hérérazauridés. Leurs restes ont été découverts en Amérique, aux États-Unis. Leurs restes ont été trouvés en Amérique du Nord et du Sud. Ces carnivores bipèdes mesuraient environ 4 mètres de long, leur large gueule était sertie de dents acérées, et ils disparurent à la fin du Trias sans laisser de descendants. Il y avait également des petits mammifères préhistoriques qui vivaient au Trias, comme par exemple ce cynodonte, dont le nom signifie dents de chien. Ces restes ont été découverts en Nouvelle-Écosse, en Caroline du Nord, en France et en Belgique, toutes des régions limitrophes du Québec à cette époque. Cet animal est à la frontière entre le reptile et le mammifère.
Il vivait dans des terriers, était peut-être déjà recouvert de fourrure, il possédait des dents spécialisées, on croit qu'il avait déjà le sang chaud. On croit également qu'il pondait encore des œufs, mais que les femelles allaitaient les bébés après l'éclosion, comme le font toujours les monotrèmes d'Australie, c'est-à-dire les ornithorynques et les échidnés. Passons maintenant au Québec d'il y a 180 millions d'années. Nous sommes maintenant dans la deuxième période de l'âge des dinosaures, appelée le Jurassique. La plaque continentale de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord se détache du continent, du supercontinent qu'on appelle la Pangée, et va se retrouver presque totalement isolée du reste du monde pendant de nombreux millions d'années. Et notre continent, donc, qui s'appelle toujours à ce moment-là la Laurentie, va se mettre à se déplacer vers le nord pour se diriger vers la position qu'il occupe présentement. Et les dinosaures qui y vivaient étaient très impressionnants. Le Québec jurassique était recouvert de végétation luxuriante. Les forêts étaient dominées par les fougères arborescentes qui existent encore en Nouvelle-Zélande et que vous pouvez admirer dans les serres du Jardin botanique de Montréal. Les animaux qui vivaient dans cette jungle étaient très diversifiés. On aurait pu, par exemple, croiser le chemin d'un anchisard dont les restes ont été trouvés au Connecticut et dont les traces de pas ont été trouvées en Nouvelle-Écosse. Il mesurait 2 mètres de long et pesait environ 27 kilos. Il était herbivore, se déplaçait à 4 pattes, mais pouvait se relever sur ses pattes arrière lorsqu'il désirait atteindre la végétation plus élevée. Un autre petit dinosaure était fort probablement présent chez nous. Il s'agit du Podokésaure. Il se déplaçait sur 2 pattes, était sans doute très rapide. Il était probablement de la même famille que le Coelophysis. On a retrouvé ses fossiles au Massachusetts. Il mesurait 2,7 mètres de long. L'un des prédateurs les plus menaçants de ces anciennes forêts était le redoutable allosaure. Il a vécu il y a environ 155 millions d'années. Sa longueur moyenne était de 8,5 mètres, mais les plus vieux adultes pouvaient probablement atteindre 13 mètres de long et un poids de 1500 kilos, c'est-à-dire le poids de 3 éléphants. Il était bipède et malgré sa taille imposante, pouvait se déplacer à une vitesse de 34 km/h grâce à ses pattes postérieures puissantes et musclées. Sa gigantesque gueule, armée de douzaines de dents pointues, en faisait un tueur redoutable. L'une des proies préférées de l'allosaure, l'imposant stégosaure, était aussi possiblement présent au Québec. On a retrouvé ses fossiles aux États-Unis et au Portugal, ce qui suggère une très large distribution géographique. C'était un animal énorme. D'une longueur moyenne de 6,5 mètres, il pouvait atteindre 9 mètres de long, 4 mètres de haut et peser jusqu'à 4,5 tonnes. Les magnifiques plaques qui ornaient son dos, à quoi servaient-elles exactement? On n'en est pas certain. Certains pensent qu'ils pouvaient être utiles pendant la saison des amours, donc elles pouvaient être très colorées et servir à attirer les femelles. Elle aurait pu également être utilisée peut-être pour intimider un prédateur qui tentait de s'en prendre à eux. On ne le sait pas avec certitude. Le ciel du Jurassique était dominé par les ptérosaures. Ces reptiles volants étaient dotés de doigts allongés et de membranes de peau qui leur servaient d'ailes. Plusieurs espèces vivaient à cette époque. Les mammifères étaient présents, eux aussi. Très petits et discrets, ils étaient nocturnes pour la plupart et vivaient cachés dans des terriers ou dans les cimes des arbres. Tritellodon mesurait environ 15 cm de long et était probablement insectivore. Certains croient qu'il était couvert de fourrure et qu'il possédait même des moustaches. Le plus ancien mammifère placentaire qui vivait à cette époque a été retrouvé en Chine. Il s'agit de Juramaia sinensis, dont le nom signifie « mer jurassique de Chine ». Il ressemblait à une musaraigne. Contrairement aux marsupiaux, les mammifères placentaires n'ont pas de poche ventrale et ils donnent naissance à des petits plus matures,
C'est de cet animal ou d'un de ses semblables que nous descendons tous. Troisième chapitre de l'histoire des dinosaures, et c'est également le dernier, c'est ce qu'on appelle le Crétacé. Ce qui se passe en Amérique du Nord à cette époque-là, c'est assez extraordinaire, c'est qu'une espèce de dépression va se former au cœur du continent pour des raisons que je n'expliquerai pas ici. Mais l'effet de cette dépression, c'est que essentiellement tout le centre des États-Unis et le milieu du Canada vont se retrouver inondés d'eau de mer et vont former donc un gigantesque bras de mer d'eau salée qui s'étendait du nord au sud du continent jusque dans ce qu'on appelle aujourd'hui le golfe du Mexique. Et ça va complètement couper l'Amérique du Nord en deux parties distinctes. Dans la partie ouest, on trouve beaucoup de fossiles de dinosaures. C'est de cette époque-là que datent d'ailleurs la plupart des dinosaures qu'on retrouve aujourd'hui en Alberta. Mais comme le continent était coupé en deux, ces animaux-là ne pouvaient pas venir dans la partie est du continent, qui est la nôtre, et qu'on appelle l'Appalachie. Malheureusement, en Appalachie, est-ce qu'il y avait des dinosaures? Absolument. Mais les fossiles sont beaucoup plus rares et on en trouve moins. Cela étant dit, on connaît quand même plusieurs des dinosaures qui auraient parcouru tout cet énorme continent d'Appalachie au sommet duquel trônait le Québec, et voici certains de ceux que nous avons découverts. L'un des plus impressionnants prédateurs de l'époque était le Dryptosaure, cousin du T-Rex, découvert au New Jersey. Il pouvait mesurer 7,5 mètres de long et peser 1,5 tonnes. Ses impressionnantes griffes recourbées de 20 cm de long et ses dents acérées comportant des dentelures latérales semblables à celles de couteaux à steak en faisaient un prédateur absolument redoutable. On a découvert un spécimen d'Appalachiosaure en Alabama. Il s'agit d'un individu juvénile qui mesure néanmoins 7 mètres de long. Certains des membres de la famille des tyrannosaures étaient ornés de plumes. C'était peut-être le cas de l'Appalachiosaure. D'énormes dinosaures carnivores de la famille des raptors ont été identifiés au New Jersey. Ce super raptor mesurait probablement 4 mètres de long et, contrairement à ce que montrent les films du parc Jurassique, il était probablement couvert de plumes. La famille de dinosaures la plus répandue de l'époque était probablement celle des hadrosaures, surnommés les dinosaures à bec de canard. Ils se déplaçaient généralement à l'horizontale, sur leurs deux pattes arrière, en se servant de leur queue comme ballant. Leur museau se terminait avec un bec plus ou moins aplati. Leur gueule contenait une impressionnante batterie de molaires qui leur permettait de mastiquer les plantes plus efficacement qu'aucun autre animal connu. On a découvert plusieurs espèces de dinosaures à bec de canard en Appalachie. On a également découvert les restes de Leptoceratops, un animal quadrupède d'environ 2 mètres de long qui pesait environ 200 kg. Son cousin, mieux connu, le Triceratops, avait comme lui un bec semblable à celui d'un perroquet et une crête osseuse sur la tête qui protégeait son cou. Au New Jersey, on a découvert des ossements ayant appartenu à un dinosaure herbivore de la famille des ornithomimosauriens. Ces animaux devaient ressembler à des autruches géantes pouvant mesurer jusqu'à 8 mètres du bout du bec jusqu'au bout de la queue. On sait qu'ils étaient couverts de plumes, puisque plusieurs fossiles en préservent les traces. Un gigantesque crocodile appelé Deinosuchus hantait les rives des lacs et des fleuves. Il mesurait jusqu'à 10 mètres de long et il était un mangeur de dinosaures. On a découvert des fossiles de cet animal tout près d'ici, au New Jersey. À cette époque vivaient également des cousins des dinosaures qu'on appelle les oiseaux. Ils sont d'ailleurs toujours parmi nous. Ce sont carrément des dinosaures recouverts de plumes, des tout petits dinosaures, bien que certains, comme l'émeu ou l'autruche, atteignent des tailles impressionnantes. Alors, si vous voulez savoir de quoi avaient l'air les dinosaures quand ils étaient vivants, vous en croisez probablement à tous les jours. Les oiseaux en sont les survivants. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres? On le sait maintenant. Une énorme, gigantesque météorite a frappé le Yucatan au Mexique
et a provoqué un cataclysme mondial qui a complètement éradiqué tous les dinosaures à part certains oiseaux. Les mammifères ont de toute évidence survécu puisque nous sommes là aujourd'hui. Les insectes également, les arthropodes, les poissons, plusieurs donc espèces d'animaux ont survécu, mais c'en fut terminé des dinosaures. Et c'est effectivement leur disparition qui nous a permis, à nous, les mammifères, de les remplacer, de nous diversifier, d'investir les niches écologiques qu'il avait jusque-là dominées sans partage et de devenir toutes les magnifiques espèces diversifiées de mammifères qui existent aujourd'hui. Alors voilà, c'est tout pour ma présentation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, j'espère que ça vous a plu. Pour plus de détails, je vous invite à jeter un coup d'œil à mon livre, La préhistoire du Québec. Vous pouvez également visiter mon blog que vous trouverez à l'adresse Avant Champlain, en un seul mot, .blogspot.com. Sur ce, moi en tout cas, j'ai bien apprécié ce moment passé avec vous. J'espère que c'est réciproque et je vous souhaite de rester curieux et de continuer à fouiller dans le lointain passé et de ne jamais cesser d'être émerveillé par ce que vous y découvrirez. Au plaisir, au revoir.